En surface, le système d'autoroute inter-État des États-Unis, ou Interstate Highway System en abrégé, peut sembler n'être rien de plus qu'une vaste série de routes à plusieurs voies, de bandes médianes, de passages supérieurs et de rampes d'accès et de sortie. Mais cette infrastructure apparemment simple est un réseau de routes de 46 876 miles qui a commencé par un voyage routier transcontinental périlleux en 1919, des décennies de batailles législatives à travers les États, et a même contribué à écrire l'histoire de l'un des présidents les plus célèbres d'Amérique. Alors que l'asphalte pavé est rarement qualifié d'excitant, l'histoire remarquable cachée derrière les routes d'Amérique incarne une sorte de brillance discrète dans son échelle pure, son exécution et ses conséquences de grande portée pour l'Amérique. 3 objectifs à travers lesquels nous allons voir le génie du système d'autoroute inter-État dans la vidéo d'aujourd'hui. Attachez vos ceintures et profitez du voyage. Alors, pourquoi la construction du système d'autoroute inter-État est-elle souvent qualifiée d'entreprise monumentale? Après tout, ce n'est pas comme si c'était le premier réseau routier jamais construit. La réponse réside dans son échelle, l'ingénierie en innovation et la complexité économique et logistique. Pour comprendre à quel point ce projet était difficile, tout ce que vous devez savoir, c'est que le coût estimé initial du système était de 25 milliards de dollars et qu'il devait être construit sur une période de 12 ans. Le coût final a grimpé à 114 milliards de dollars, soit 618 milliards en 2023, et a pris presque 30 années supplémentaires à construire. Parler d'une grande entreprise. Pour comprendre comment le projet est passé de 25 milliards de dollars à 114 milliards de dollars et de 12 ans à 39 ans, nous devons faire un tour à travers tout le développement de l'Interstate Highway System depuis l'idée de cette merveille d'ingénierie a été conçue pour la première fois jusqu'à ce que la construction ait finalement été déclarée terminée. Le concept le plus ancien d'un système routier interétatique à grande vitesse remonte presque aussi loin que l'industrie automobile elle-même, 1898. En fait, cette industrie est la raison même de la poussée vers le développement de réseaux routiers efficaces. Cependant, pour certains, ce n'était pas la seule raison du projet. Pour Thomas McDonald, un ingénieur civil et politicien de l'Iowa, c'était aussi personnel. En tant que garçon, McDonald travaillait dans le magasin de céréales et de bois de son père, où il a été témoin des effets dévastateurs des mauvaises conditions routières de première main. Les récoltes des agriculteurs pourrissaient avant d'atteindre le marché à cause des routes accidentées, tandis que les expéditions de bois étaient retardées ou perdues pour la même raison. C'est pourquoi McDonald a fait de sa vie une mission pour améliorer la vie des communautés rurales en défendant le développement d'un système routier robuste et efficace. En 1913, McDonald a été nommé ingénieur en chef de la nouvelle commission des autoroutes de l'Iowa. Dans cette capacité, il a travaillé en étroite collaboration avec Logan Page, le directeur des routes publiques, et l'Association américaine des responsables des autoroutes d'État, pour obtenir le soutien de la loi fédérale d'aide à la route de 1916. Bien que cette loi ait été un pas dans la bonne direction, les 75 millions de dollars de fonds fédéraux alloués à la construction de routes étaient encore insuffisants pour la vision ambitieuse que McDonald avait en tête. Cependant, moins d'un an après que la vision de McDonald devait être mise en mouvement, avec tout ce que la loi fédérale d'aide à la route de 1916 représentait, tout cela a cessé d'avoir de l'importance, car les États-Unis ont officiellement rejoint la Première Guerre mondiale. En conséquence, la plupart des ressources et de l'attention pour le projet ont été détournées du développement des infrastructures vers l'effort de guerre. Bien sûr, cela incluait aussi le travail des États-Unis. Fabricants d'automobiles, qui ont déplacé leur production pour soutenir les besoins militaires, laissant peu de place pour des avancées dans tout autre domaine. Bien sûr, la situation a changé après la Première Guerre mondiale. Les fabricants d'automobiles sont revenus à la production de voitures. Et ils sont revenus en force. Prenons l'exemple de Ford, le plus grand constructeur automobile américain. Pendant 1918, la dernière année de la Première Guerre mondiale, Ford a produit 435 898 voitures. L'année suivante, ce chiffre a presque doublé, atteignant 820 445. Ce chiffre, soit dit en passant, était presque 4 fois le nombre de voitures que Ford a produit en 1913, avant le début de la Première Guerre mondiale. 202 667 voitures. Ce chiffre de voitures devrait également indiquer que la propriété de voitures aux États-Unis a également grimpé en flèche.
En 1913, il y avait environ 1 190 000 voitures de tourisme enregistrées dans le pays. En 1919, il y en avait 6 679 000. Et pourtant, 90% des routes aux États-Unis n'étaient encore que des chemins en terre. Cependant, ce n'est pas avant que le convoi du corps de transport motorisé de l'armée a exploré les États-Unis que les officiels ont vraiment compris l'état désastreux de son infrastructure. Le convoi du corps de transport motorisé de l'armée faisait partie des convois transcontinentaux de 1919, dont l'objectif était d'évaluer la faisabilité du transport motorisé sur de longues distances à des fins logistiques militaires. Ce convoi est parti de Washington, district de Columbia, ou plus précisément de l'ellipse de la Maison-Blanche, à 11h15. Le 7 juillet, en 1919, en direction de San Francisco. À 12h30, le convoi a traversé le Maryland, mais avait déjà connu au moins 2 incidents avec des véhicules dans le convoi. Avec chaque jour qui passait, cette expédition vers l'ouest avançait de 40, 50 ou 60 miles supplémentaires. Le 22 juillet, après avoir lutté à travers la boue profonde de l'Ohio et de l'Indiana, le convoi a traversé le fleuve Mississippi à Clinton, Iowa. Une fois sur la rive ouest du fleuve, le personnel militaire du convoi a rapidement compris pourquoi l'idée de se rendre à l'ouest en voiture était considérée comme ridicule à l'époque. La pluie dans le Nebraska a rendu les routes de terre glissantes, provoquant la glissade de 25 camions dans un fossé. L'Utah n'a apporté que plus de désespoir avec ses marais salants qui ont enlisé pratiquement tous les véhicules, nécessitant des efforts presque surhumains pour les en extraire. Ce n'est que lorsque le convoi a atteint la Californie qu'il a de nouveau vu du pavé. Après une soirée à Oakland, en Californie, le convoi a été chargé sur un ferry et a traversé la baie de San Francisco. Une fois de l'autre côté, le convoi a finalement terminé son voyage en traversant les rues de San Francisco le 6 septembre 1919, marquant la fin de sa pénible traversée du pays. Et dire que c'était épuisant pourrait même être un euphémisme. Si vous faites le calcul, vous réaliserez que le trek depuis Washington, district de Columbia, à San Francisco a pris 62 jours. Aujourd'hui, cela prendrait environ 42 heures. Pour aggraver les choses, le convoi a utilisé presque toutes leurs heures de veille à conduire. Cela signifie que les routes de l'époque permettaient à ce convoi de voyager à une vitesse moyenne de 5,65 miles par heure. Une progression tortueuse qui ressemblait plus à un cauchemar au ralenti qu'à un voyage à travers la nation. Ce cauchemar a également mis hors service neuf des 81 véhicules initiaux qui ont entrepris le voyage, leurs châssis et roues succombant à la contrainte incessante des routes impitoyables de l'Amérique. Sur 24 officiers, 15 observateurs du département de la guerre des États-Unis et 258 soldats enrôlés, 21 n'ont pas terminé ce voyage, ayant été blessés dans le processus. Ces chiffres auraient pu être facilement plus élevés, puisqu'il y a eu un stupéfiant 230 incidents routiers tout au long du trek de 3000 miles. Le rapport a été soumis à Washington, district de Columbia, n'était rien de moins qu'une condamnation accablante de l'infrastructure routière de la nation. Le seul aspect positif est que cet événement a servi de catalyseur pour la création d'un système autoroutier. Mais croyez-le ou non, des décennies se sont écoulées avant que des mesures concrètes ne soient prises pour remédier aux déficiences flagrantes révélées par le convoi du corps de transport motorisé de l'armée de 1919. Le problème était que la responsabilité de la construction des autoroutes était laissée aux États individuels, et chaque État avait ses propres intérêts et besoins. Par exemple, pourquoi l'Iowa construirait-il une autoroute pour relier l'Illinois au Nebraska alors que ses propres besoins en infrastructure étaient pressants et que les intérêts locaux passaient avant tout? Il a fallu que les jours les plus sombres de la Grande Dépression se produisent avant que des réformes globales concernant l'infrastructure routière de la nation puissent être mises en œuvre. En 1938, le président Franklin D. Roosevelt a donné à McDonald, qui était maintenant le directeur des routes publiques, une carte dessinée à la main des États-Unis, contenant 8 corridors d'autoroutes. L'objectif était clair, mettre les gens au travail pour construire un réseau de routes qui stimulerait non seulement la croissance économique, mais unirait également la nation à travers une nouvelle ère d'infrastructures. La première description formelle de ce qui deviendrait le système d'autoroutes inter-États est arrivée un an plus tard, en 1939, de la main de Herbert S. Fairbank, le chef de la division de l'information du Bureau des routes publiques et le bras droit de McDonald. Cette description faisait partie du rapport sur les routes à péage et les routes gratuites de 1939,
qui esquissait la vision et le cadre d'un réseau national d'autoroutes conçu pour transformer l'infrastructure et l'économie de l'Amérique. Mais une fois de plus, une guerre mondiale a fait obstacle. Cette fois, c'était la Seconde Guerre mondiale. Aussi horrible que cette guerre ait été, elle a involontairement stimulé les plans de développement du système autoroutier des États-Unis. Vous souvenez-vous comment le convoi du corps de transport motorisé de l'armée de 1919 était un enfer sur Terre pour ses participants, mais a confirmé le besoin d'un réseau routier national? La Seconde Guerre mondiale a impliqué les États-Unis, au personnel militaire, à un système autoroutier très avancé qui deviendrait l'inspiration pour le propre système d'autoroute inter-État des États-Unis, le réseau Autobahn de l'Allemagne. Fait intéressant, une personne était présente lors de ces deux événements majeurs, utilisant ses observations pour provoquer des changements plus tard. Le futur président Dwight D. Eisenhower. Durant le corps de transport motorisé de 1919, Eisenhower, alors lieutenant-colonel, fut assigné comme observateur pour la mission. La Seconde Guerre mondiale l'a vu assumer un rôle pivot en tant que commandant suprême des forces alliées en Europe. Pendant son séjour là-bas, il n'a eu que des éloges pour le système autoroutier construit par l'Allemagne avant la guerre. Dans ses mémoires présidentielles, il a écrit, je cite, « Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais vu le système supérieur de l'autobahn allemande, les autoroutes nationales traversant ce pays. » Fin de citation. Supérieur, car ce système a effectivement aidé à la victoire des Alliés en leur permettant de déplacer des troupes, du matériel et des fournitures avec une rapidité et une efficacité sans précédent. Il a également permis la formation du fameux Red Ball Express, un système de convoi de camions qui livrait des fournitures vitales aux lignes de front avec une rapidité remarquable, soulignant le rôle crucial d'une infrastructure bien développée dans la logistique de guerre. À son apogée, l'Express exploitait 5 958 véhicules transportant environ 12 500 tonnes de fournitures par jour. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus une superpuissance mondiale. Presque immédiatement, le 19 novembre 1945, Eisenhower a été assermenté en tant que nouveau chef d'état-major de l'armée. 5 ans plus tard, le 19 décembre 1950, il est devenu le premier commandant suprême allié pour l'Europe à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Moins de 2 ans plus tard, le 4 novembre 1952, il a remporté les élections aux États-Unis. L'élection présidentielle par une victoire écrasante, surfant sur une vague de soutien public et promettant d'apporter son expertise militaire et sa vision à la politique intérieure. Une de ses priorités? Les autoroutes. Malgré les victoires successives d'Eisenhower, les routes des États-Unis restaient lamentablement inadéquates. Il fallait encore une planification substantielle et la majeure partie de 10 jours pour voyager d'une côte à l'autre. Il était clair que quelque chose devait enfin changer. Mais il y avait encore un événement qui déclencherait la construction réelle de l'Interstate Highway System, la détonation de la bombe à hydrogène par l'Union soviétique en 1953. Cet événement a souligné la nécessité d'un changement. Avec la détonation de la bombe, qui a produit un rendement de 400 kilotonnes, l'Union soviétique a démontré qu'elle pouvait déchaîner une puissance nucléaire dévastatrice à une échelle jusque-là inimaginable. Cette nouvelle réalité d'une capacité de destruction immense, associée à l'instabilité du gouvernement après la mort de Joseph Staline, a souligné la nécessité d'un réseau de transport robuste et efficace pour garantir une mobilisation rapide, une évacuation et une réponse efficace en cas de crise. Après tout, nous parlons d'un pays où 79% des gens croyaient à une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique était imminente, ce qui les a poussés à construire des abris anti-bombes, à stocker de la nourriture et à se préparer au pire. Ainsi, la guerre froide, et plus spécifiquement la détonation de la bombe à hydrogène en 1953, a été le troisième et dernier catalyseur qui a propulsé les États-Unis à agir. En 1954, Eisenhower a nommé le lieutenant-général Lucius Clay, qui a joué un rôle clé dans le succès logistique après l'invasion du jour J en Normandie, à la tête du comité consultatif du président sur le système autoroutier national. Ce comité, qui est devenu connu sous le nom de Comité Clay, a demandé 100 milliards de dollars de fonds fédéraux sur 10 ans, équivalent à 1,13 millier de milliards de dollars aujourd'hui pour construire un vaste système d'autoroutes interconnectées. Ce plan ambitieux était basé sur 4 points. Numéro 1, la sécurité.
Selon le comité Clay, 36 000 personnes perdent la vie chaque année à cause de routes inadéquates et d'accidents de la circulation. Numéro 2, le coût de possession d'un véhicule. En raison des routes mal entretenues, la possession et la réparation de véhicules devenaient de plus en plus coûteuses. Troisièmement, la sécurité nationale. La menace nucléaire imminente exigeait un réseau de transport efficace et fiable pour faciliter les évacuations d'urgence des villes. Le comité s'est concentré sur les grandes villes et les zones urbaines, affirmant que l'amélioration rapide du système autoroutier interétatique complet de 40 000 miles, y compris les connexions urbaines nécessaires, est vitale en tant que mesure de défense civile. Et numéro 4, économie. Le comité a souligné qu'un système routier moderne serait un catalyseur pour la croissance économique. En février 1955, Eisenhower a transmis cette proposition au Congrès, et la carte conceptuelle de 1947 par le Bureau des archives publiques et le rêve de nombreux Américains était enfin sur le point de devenir réalité. Un an plus tard, le 29 juin 1956, Eisenhower signe la loi fédérale des autoroutes, allouant 25 milliards de dollars à la construction de 41 000 miles d'autoroutes. Contrairement à l'approche précédente de 50-50 qui a échoué de manière spectaculaire, le gouvernement était désormais responsable de fournir 90% du coût de ces autoroutes inter-États, obtenant l'argent nécessaire en augmentant la taxe fédérale sur l'essence. Fait intéressant, 3 États ont revendiqué l'honneur d'avoir les premiers segments d'autoroutes inter-États. Le premier est le Missouri. La Commission des autoroutes du Missouri a attribué le premier contrat pour construire l'autoroute le long de la célèbre route 66 dans le comté de Laclede, maintenant désignée Inter-État 44. Cependant, la construction a réellement commencé dans le comté de Saint-Charles, sur États-Unis, Route 40. Le numéro 2 est le Kansas. D'après les responsables de l'État, la construction préliminaire d'un tronçon d'autoroute a débuté avant même la signature de la loi fédérale sur l'aide aux autoroutes. Cependant, c'est la section terminée de l'Inter-État 70 que l'État a marqué comme le premier projet achevé en vertu des dispositions de la loi de 1956, et le numéro 3 est la Pennsylvanie. Ils prétendent avoir le premier segment achevé du système d'autoroute, le Pennsylvania Turnpike, qui était considéré comme la plus grande autoroute du monde. Une portion de 162 miles de cette autoroute, désormais désignée Inter-État 70 et Inter-État 76, a ouvert le 1er octobre 1940, entre Irwin et Carlisle. Mais l'endroit où les premières autoroutes ont officiellement ouvert n'était qu'une question de fierté d'État. Ce qui importait à une plus grande échelle, c'est qu'un réseau unifié et efficace de routes était enfin en cours de réalisation. Malheureusement, ce réseau ne serait pas complet pendant des décennies. À la fin des années 60, seulement 25 000 miles des 40 000 proposés étaient construits. Pourtant, le budget était déjà 2 fois plus élevé que l'estimation de 1956. Cependant, comme le futur système d'autoroutes inter-États s'avérait déjà être un investissement génial, les coûts ont été considérés comme un sacrifice valable pour les immenses avantages qu'il promettait. En 1966, 2 expansions d'inter-États ont été initiées, visant à améliorer le commerce avec le Canada et le Mexique. Aujourd'hui, cet inter-État, numéro 69, existe en plusieurs segments séparés, y compris des morceaux dans les lieux suivants: Laredo, Texas, Pharr, Texas, Brownsville, Texas, Corpus Christi, Texas, Houston, Texas, nord-ouest du Mississippi, et Memphis, Tennessee. Néanmoins, le but ultime est de prolonger l'autoroute de Tamaulipas, Mexique, jusqu'en Ontario, Canada. L'Inter-État 11 améliorera la connectivité entre Phoenix, Arizona et Las Vegas, Nevada, en comblant le fossé qui les sépare. En 1974, le Nebraska est devenu le premier État à achever la totalité de sa portion du système d'autoroute en dédiant le dernier tronçon de l'Inter-État 80. 5 ans après, la dernière portion de l'Interstate 5, reliant les frontières canadiennes et mexicaines, fut terminée près de Stockton, Californie. Cette autoroute est également devenue la première voie rapide contiguë reliant ces 2 pays nord-américains. Des jalons similaires et importants ont continué à arriver dans les années suivantes. En 1986, la dernière section de l'Inter-État 80 d'un océan à l'autre a été inaugurée à la périphérie ouest de Salt Lake City, Utah. Avec cela, l'Inter-État 80, s'étendant de San Francisco, Californie à Teaneck, New Jersey, est devenue la première autoroute contiguë à relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. À l'époque,
C'était aussi l'autoroute contiguë la plus longue du monde. Aujourd'hui, avec 2900 miles, c'est la deuxième autoroute inter-État la plus longue aux États-Unis. Au début des années 1990, presque l'ensemble des 45 000 miles du système d'autoroute inter-État était achevé. Les dernières sections notables étaient les suivantes. La dernière section de l'inter-État 10 de côte à côte, de Santa Monica, Californie à Jacksonville, Floride, achevée le 10 août 1990. La dernière section de l'inter-État 90, de Seattle, Washington à Boston, Massachusetts, achevée le 12 septembre 1991, et la dernière section de l'inter-État 70, passant par Glenwood Canyon au Colorado, achevée le 14 octobre 1992. Cette dernière section, en particulier, est considérée comme une merveille d'ingénierie, car elle navigue sur le terrain dangereux de Glenwood Canyon, où il y a peu de place pour l'erreur. Ce défi a été surmonté en construisant jusqu'à 40 ponts et de nombreux tunnels, ce qui a fait de ce tronçon de 12,5 miles de l'autoroute l'un des plus chers. Autoroute des États-Unis rurales par mile. À l'époque, la construction de cette section a coûté 960 millions, ajusté pour l'inflation. En faisant les calculs, vous vous rendrez compte qu'un seul mile de cette section a coûté plus de 75 millions de dollars à construire. Ce n'était qu'une des sections qui ont contribué à l'allocation budgétaire colossale, qui a dépassé les estimations initiales de 25 milliards des décennies avant que le système d'autoroute inter-État ne soit officiellement conclu. Lorsque le projet a commencé, un mile ne coûtait que 8 500 000 dollars à construire. Cependant, en raison de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de la hausse des prix des matériaux, le coût par mile a grimpé à plus de 34 millions par mile pour les sections les plus simples. Même avec ces coûts énormes, les protestations des citoyens et d'autres défis accablants, le système d'autoroute inter-État a finalement été déclaré achevé en 1992, plus de 2 décennies après la mort d'Eisenhower. Mais pourquoi disons-nous déclaré achevé et non achevé? Eh bien, parce que techniquement, il n'était pas achevé. Il restait encore plusieurs tronçons qui ne respectaient pas totalement les normes fédérales, et 2 autoroutes d'origine, l'autoroute inter-État 95 et l'Interstate 70, qui n'étaient pas continues. La première est finalement devenue continue en 2018, tandis que la dernière reste la seule autoroute avec une discontinuité. La raison? Il n'y a pas d'échange direct avec le Pennsylvania Turnpike à l'extrémité et de la concurrence près de Breezewood, en Pennsylvanie. À l'origine, le financement était le problème pour combler cet écart, mais actuellement, l'opposition locale bloque toutes les propositions visant à résoudre le problème. Mais pour comprendre pleinement l'énorme ampleur du plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé aux États-Unis, nous devons examiner de plus près le deuxième aspect de son génie, l'immense magnitude du produit fini. Comme nous l'avons mentionné, le système d'autoroute inter-État mesure 46 876 miles de long. Pour mettre ce chiffre en perspective, tout ce que vous devez savoir, c'est que l'inspiration derrière ce système, l'autoroute allemande Autobahn, mesure juste un peu plus de 8000 miles de long. Bien que quelques pays aient des systèmes routiers plus longs, comme la Chine, qui compte 110 000 miles d'autoroute, le système d'autoroute inter-État reste l'un des systèmes routiers les plus bien connectés et complets du monde. L'autoroute inter-État la plus longue de ce système impressionnant est l'autoroute inter-État 90 Est-Ouest de Boston, Massachusetts à Seattle, Washington, mesurant un peu plus de 3000 miles. Avec cette longueur, l'autoroute inter-État 90 se classe parmi les 25 autoroutes les plus longues du monde. La première place revenant à l'autoroute panaméricaine, s'étendant sur 19 000 miles de Prudhoe Bay, en Alaska à Ushuaia, en Argentine, en Amérique du Sud. Cependant, nous devrions noter qu'il y a une interruption de 60 miles dans l'autoroute au niveau du Gap de Darien, nécessitant l'utilisation d'un ferry pour continuer votre voyage. En ce qui concerne la direction nord-sud aux États-Unis, l'autoroute la plus longue est l'autoroute inter-État 95, s'étendant sur 1908 miles de la frontière canadienne près de Alton, dans le Maine, jusqu'à Miami, en Floride. L'autoroute inter-État 95 traverse le plus grand nombre d'États, dont la Floride, la Géorgie, les Carolines du Sud et du Nord, la Virginie, Washington District de Columbia, le Maryland, le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey, New York, le Connecticut, le Rhode Island, le Massachusetts, le New Hampshire et le Maine. Parmi les autres réalisations impressionnantes, on peut citer New York, qui compte le plus grand nombre d'autoroutes inter-États dans un seul État, avec 32 itinéraires différents, l'Illinois,
qui compte le plus grand nombre d'autoroutes principales dans un seul État, avec 13 autoroutes principales et 11 autoroutes auxiliaires, couvrant près de 2249 miles, et le Texas, qui compte le plus grand nombre de miles d'autoroutes inter-État dans un seul État, avec 3233 miles sur 17 itinéraires différents. En 2022, les autoroutes rurales représentent près de 275 milliards de miles de véhicules par an, tandis que leurs homologues urbains en accueillent 559,19 milliards. Cela représente un peu plus d'un quart de tous les miles parcourus par les véhicules aux États-Unis. Bien que ce chiffre soit impressionnant en soi, il devient encore plus indicatif de l'importance du système d'autoroutes inter-État lorsque vous considérez que ce système ne représente moins d'1% du réseau routier total aux États-Unis. En parlant de l'importance du système d'autoroutes inter-État, examinons la plus grande partie de son génie, l'impact de ce système monumental sur la société américaine. Si vous voulez comprendre l'importance du système d'autoroutes inter-État tout de suite, vous n'avez pas besoin d'entendre qu'une seule chose. On peut dire que le système d'autoroutes inter-État est sans doute le meilleur investissement que les États-Unis aient jamais fait. Expliquons pourquoi. Vous voyez, les États-Unis sont le pays le plus unique au monde en termes de nombre d'États qui l'englobent. 50 pour être exact. Aucun autre pays n'a autant d'États. Compte tenu de l'immensité et de la diversité de ces États, un réseau de transport efficace, fiable et étendu est indispensable. Atteindre un tel système aux États-Unis a beaucoup plus de poids que de construire un réseau similaire dans des nations grandes mais moins diversifiées comme l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine et la Russie. Bien que la construction d'un tel système dans un pays aussi décentralisé soit en soi une réussite, la cohérence du système d'autoroutes inter-État le hisse à un niveau de réalisation encore plus élevé. Les États américains peuvent différer en termes de gouvernement, de loi et de culture, mais leurs autoroutes sont presque toutes construites de la même manière. Cela a été rendu possible grâce à un simple document de 8 pages intitulé « Une politique sur les normes de conception, système inter-État ». Voici un résumé des principales normes que les autoroutes inter-État doivent respecter. Premièrement, toutes les autoroutes inter-État doivent avoir un accès contrôlé, ce qui fait référence à la restriction des points d'entrée et de sortie aux échanges désignés, garantissant un flux de circulation fluide et ininterrompu. Deuxièmement, il doit y avoir des barrières physiques ou des bandes médianes entre les voies de circulation opposées pour prévenir les collisions et améliorer la sécurité. Troisièmement, les autoroutes inter-État devraient avoir un nombre minimum de voies, généralement 2 dans chaque direction, pour accueillir des volumes de trafic élevés et réduire la congestion. Quatrièmement, la conception de l'autoroute inter-État doit inclure une signalisation claire et cohérente pour guider les conducteurs et assurer une navigation facile à travers différents États. Le bouclier rouge, blanc et bleu, désormais emblématique, est universellement reconnu comme un désignateur de route inter-État. Et cinquièmement, toutes les autoroutes devraient être construites avec une limite de vitesse standard pour garantir que les véhicules peuvent voyager à des vitesses constantes, améliorant à la fois la sécurité et l'efficacité. La vitesse de conception minimale est la suivante: 50 miles par heure en zones urbaines et montagneuses et 70 miles par heure en zone rurale. Quant à la vitesse de conduite maximale, elle varie selon les États. Les États du Nord-Est et les États côtiers ont généralement des limites plus basses, tandis que les limites plus élevées sont réservées aux États à l'ouest du fleuve Mississippi. Par exemple, plusieurs portions des autoroutes inter-États rurales 10 et 20 au Texas ont une limite de vitesse de 80 miles à l'heure, tandis que cette même limite ne dépasse généralement pas la marque de 55 miles à l'heure à Washington, district de Columbia. Grâce à ces vitesses et à la qualité des routes, même un voyage transcontinental peut désormais être entrepris en quelques jours. C'est aussi le plus grand avantage du système d'autoroutes inter-État pour le peuple américain. Ce système facilite un voyage rapide, efficace et pratique. De plus, ce voyage est bien plus sécuritaire. Grâce à des voies larges, des pentes constantes et des virages doux, les routes du système d'autoroutes inter-État sont beaucoup plus sûres, réduisant considérablement la probabilité d'accident et offrant généralement une expérience de conduite plus fiable. Quand le programme de construction de l'autoroute inter-État a débuté en 1956, le taux de mortalité nationale était de 6,05 décès pour 100 millions de miles parcourus par véhicule. En 2023, il y avait 1,26 décès. Le système d'autoroutes inter-État a également fait des merveilles pour l'économie des États-Unis. En d'autres termes, les États-Unis n'auraient jamais pu devenir la plus grande économie du monde sans la puissante connectivité assurée par le système d'autoroutes inter-État.
La construction de ce système a pratiquement inauguré un tout nouveau segment de l'économie, celui qui s'adressait aux voyageurs le long de l'Interstate Highway System. Des hôtels, des motels, des restaurants et des stations-service ont pratiquement surgi de nulle part, créant une économie florissante en bordure de route. Mais ce n'est pas le seul secteur économique qui a bénéficié du système d'autoroutes inter-États. La facilité des voyages inter-États a révolutionné plusieurs industries au-delà de l'hôtellerie. Les entreprises de vente au détail ont étendu leur portée à de nouveaux marchés. Les fabricants ont optimisé leurs chaînes d'approvisionnement et des centres de distribution ont émergé pour gérer le flux accru de marchandises. Le système d'autoroutes inter-États a également joué un rôle crucial dans la facilitation du commerce en connectant les producteurs avec les consommateurs sur de longues distances, stimulant à la fois les économies régionales et nationales. En conséquence, des villes comme Albuquerque, Phoenix et Dallas ont pu se transformer en énormes métropoles. Phoenix seul a augmenté plus de 10 fois. En 1940, après la fin de la Grande Dépression, Phoenix avait une population d'environ 65 000. Dans les années 70, ce chiffre a grimpé à un stupéfiant 874 000. Ces chiffres ne devraient pas être surprenants, compte tenu du fait que la construction de l'Interstate Highway System a eu le plus grand impact sur le sud et l'ouest des États-Unis, et c'est là que la plupart des constructions ont eu lieu. Dans le sud, l'Arkansas, la Géorgie et la Caroline du Sud ont vu le plus de miles construits par habitant, tandis que le Montana, le Nevada, le Wyoming et l'Utah se sont distingués à l'ouest. En général, la périphérie des États-Unis a eu le plus à gagner de le système d'autoroutes inter-États car elle a finalement été correctement reliée aux centres et marchés nationaux, stimulant la croissance économique et le développement urbain. Même les zones qui semblaient pratiquement impossibles à connecter ont vu une amélioration significative de leur accessibilité. Prenez l'Inter-État 70 comme exemple. La construction de cette autoroute est considérée comme rien de moins qu'un prodige d'ingénierie car l'itinéraire traverse directement les montagnes rocheuses, franchissant un terrain difficile et atteignant des altitudes de plus de 11 000 pieds. Il y a le tunnel Eisenhower, le point le plus élevé le long du système d'autoroute inter-États avec une altitude de 11 158 pieds, ce qui en fait l'un des tunnels routiers les plus élevés du monde. Ensuite, vous avez le Glenwood Canyon, un tronçon routier de 12,5 miles. Qui serpente à travers une gorge spectaculaire, terminée en dernier comme mentionné. Et enfin, le San Rafael Swell, une vaste zone de formation rocheuse érodée et de profonds canyons que l'autoroute navigue de manière magistrale. Grâce à l'effort et à l'ingéniosité derrière l'Interstate 70, le côté ouest des États-Unis est devenu largement accessible pour une gamme de développement et d'activités, y compris le ski, le tourisme et le commerce. Un autre rôle important de l'Interstate Highway System que nous devons mentionner, étant donné que tout a commencé avec les militaires des États-Unis, est que certaines parties des autoroutes servent également de pistes d'atterrissage d'urgence pour les avions militaires. Il existe aussi de nombreux États-Unis, des postes de l'armée à proximité des autoroutes, garantissant un déploiement rapide et un soutien logistique en cas de besoin. Ainsi, la première division d'infanterie à Fort Riley, Kansas, est proche de l'Interstate 70, tandis que la troisième division d'infanterie à Fort Stewart, Géorgie, est positionnée près des autoroutes 17 et 84, ainsi que l'Interstate 16 et 95. Tout bien considéré, il est abondamment clair que l'Interstate Highway System a trouvé un moyen d'améliorer presque tous les aspects de la vie américaine, de l'efficacité des transports et de la sécurité routière au développement économique et à la sécurité nationale. En d'autres termes, les États-Unis doivent beaucoup à une collection apparemment simple de routes. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à consulter Pourquoi il n'y a pas de pont entre l'Europe et l'Afrique ou cette autre vidéo de nous qui pourrait vous plaire. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous.